que vous nous avez envoyé. Et je passe tout de suite la parole à Jacques. Tu veux démarrer, Jacques? C'est bon? Je C'est pense bon, on que va démarrer. on a assez de monde, je pense, là. Je pense Alors, que on tout me le monde dit, sera Marius, présent. que le live sur Facebook n'est pas encore en route, mais je crois qu'il y a un petit décalage Là, toujours là de. c'est ouais, là c'est bon. Là, c'est bon, il y Là a un c'est petit bon. On est décalage. sur la Bien. page Facebook de la SOSDS. On est Ça y en est. live. Alors, on va commencer tout de suite. Maintenant, tout le monde est là, donc on peut commencer. Donc, avec ce petit préambule qui a été écrit par notre ami Laurent Hirsch, donc, qui est très actif au niveau de notre profession, que je remercie mille fois, et qui a écrit au fond ce petit préambule auquel nous adhérons totalement. Donc, le travail que nous avons fait, que nous allons vous présenter, est un travail de compilation, d'accord? Donc, l'idée, c'est de s'en rapprocher au maximum. Donc, on va vous donner des conseils, on va vous dire ce qu'on a fait dans nos cabinets, on va vous faire partager ce que nous avons fait dans le cabinet, mais surtout, gardez, je dirais, votre libre arbitre et votre bon sens pour adapter tout ce qu'on va vous dire à votre cabinet. Ce qui est important, c'est de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, sans se mettre la barre trop haut. Et je dois dire qu'on a été agréablement quand même surpris par la publication de l'Ordre national des chirurgiens dentistes donc hier soir, parce que toutes les mesures que nous allons vous proposer sont incluses dans les documents de l'ONCD, et voire même nous sommes peut-être des fois allés un peu plus loin dans des mesures, parce que ça faisait longtemps qu'on les faisait dans notre cabinet, donc ça ne change pas grand-chose pour nous dans notre cabinet. Rappelez-vous que nous sommes bénévoles, que nous faisons tout cela bénévole. Nous sommes soutenus par des partenaires qui nous ont permis de rémunérer les gens qui ont fait les vidéos, les montages et tout ça. Donc uniquement pour ça, mais autrement, toute l'équipe est bénévole. Et je voudrais donc remercier chaleureusement ses partenaires, la SOSDS, bien sûr, Georges, que vous avez vu, le FOC 38, le FOC 31, 33, Shine Camlog France, le laboratoire bien fait avec Alexandre, Brédan Group avec Will et Laurent, que je remercie, Victory Implant, bien sûr, avec notre maître à tous, Gérard Scortecci, qui a fait une magnifique conférence hier soir, ABC Dents avec Joseph et Jérôme, que je remercie de nous avoir suivis, la Sapo Implant qui nous régale avec des interventions le lundi, le jeudi à 10h, avec bien sûr Nicolas et Bernard, que je remercie, la M-School avec Christian Moussali, qui pendant plus d'un mois, malgré le Covid, a animé des soirées sur la CFAO, et on a beaucoup appris grâce à lui. The Dental avec Jean-Paul Jean, qui nous soutient depuis des années et avec qui nous faisons des formations en ligne depuis des années. Euro Implanto avec Renaud Petitbois, qui nous a soutenus, qui mène magnifiquement cette manifestation. Le Cercle dentaire d'études de Nice avec Anne-Marie Scortecci et Renaud de nouveau, et aussi la CAI Academy avec notre ami et spécialiste de la chirurgie guidée, Laurent Serre. Merci à tous, merci à tous nos amis, remerciements à toute mon équipe du cabinet, à celle de Florence, Marianne, Martine, Aurélie, Delphine, Caroline, Élodie, Joël, mes associés, Johanna et Thierry, et puis chez Florence, dans toute son équipe qu'elle vous présentera. Et puis merci à l'équipe de la SOSDS, avec Georges, que vous avez vu, Marius, qui est à la technique, Vincent, qui est modérateur, Sébastien, qui est aussi modérateur, Johanna, qui est modérateur sur le Facebook Live, Julie et Marc, nos cadreurs, et qui ont fait les montages vidéo. Merci à tous. C'est grâce à vous que nous sommes là et qu'on essaye de vous apporter tout ce qu'on peut avec nos qualités et nos défauts, et surtout avec notre franc-parler, et on n'a pas la langue de bois. Donc, la dernière fois, on avait vu comment reconstruire le carnet de rendez-vous. Cette fois-ci, nous allons faire l'adaptation des locaux, le matériel nécessaire. Prochain rendez-vous, donc, lundi à 10h, mardi 5 à 10h.
avec les gestes du quotidien. Là, à la prochaine séance, surtout les assistantes, il faut être là parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos, beaucoup de gestuels, beaucoup d'automatismes, beaucoup de vidéos à vous montrer. Et puis, la 4e et dernière séance qui sera le 8 mai sur le secrétariat, la nouvelle façon de communiquer, la téléconsultation, la présentation des plans de traitement en vidéoconférence. Tout ça, ça sera donc à la dernière séance où on se verra juste avant la reprise du 11 mai. Petit résumé de ce que nous allons faire, ce que nous avons vu à la dernière séance. Pour les questions, rappelez-vous, vous les posez dans le chatbook de Zoom ou vous les posez sur le Facebook. On y répond en fin de webinaire. D'accord? On essaye de compiler, on essaye de voir, de regrouper les questions par thème et on essaiera de répondre à toutes ces questions. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu? Eh bien, on avait vu qu'on avait une chance extraordinaire, on avait une opportunité unique, c'est de redémarrer donc notre exercice sur des carnets de rendez-vous vides. Car grâce à ça, nous allons pouvoir mettre des gros rendez-vous en premier dans nos carnets de rendez-vous. Et ça, c'est une chance extraordinaire parce que ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficients dans l'organisation de nos rendez-vous. Donc, voilà, donc ça, c'était ce que je vous avais demandé avec Florence. On vous a demandé de faire ça la dernière fois. Donc, de mettre vos grands rendez-vous en premier, ce qui va vous permettre après de positionner les petits cailloux, les petits rendez-vous donc, que vous allez positionner après. Groupement des actes, très important. Fédérez vos équipes. Voilà ce qu'on vous a montré la dernière fois. Fédérez vos équipes, les réunir. J'espère que tout le monde s'est mis au travail. En tout cas, ça a été le cas dans mon cabinet et celui de Florence. Et puis, rappelez nos patients pour leur donner des rendez-vous. Organiser l'outil de travail, faire en sorte d'absorber les nouvelles contraintes dues au Covid. Travailler soit sur fauteuil partagé, soit sur cabinet partagé. Voilà un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois. Et maintenant, je passe la parole à Florence qui va donc vous donner des petits rappels et les conseils pour aménager et organiser votre cabinet. Bonjour. Bon, alors on va en fait commencer par quelques rappels sur la contamination. Donc le coronavirus, c'est un virus qui se transmet par voie aérienne. J'espère que vous l'avez compris. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans des transmissions comme nous avions l'habitude de gérer le virus du sida, de l'hépatite, etc. Que cette contamination, nous, ce qui nous préoccupe le plus, ce sont ces fameux aérosols, parce que le virus reste dans les aérosols pendant plusieurs heures. Et il aurait même une survie de 3 jours sur des surfaces dures comme le plastique ou le métal. Donc, on a une très belle étude dans le New England Journal of Medicine en mars 2020 sur cette survie sur les surfaces. Bien, donc à partir de là, nous devons changer notre outil de travail pour faire face à ce nouveau problème. Donc, deuxième point, nous allons rappeler cette jolie citation de Jules Romain, « Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore ». Dans nos cabinets, nous allons considérer tous nos patients comme des patients potentiellement infectieux. Tous nos patients vont nous appeler en nous disant « Je ne suis pas sorti, je vais venir avec un masque, il n'y a pas de problème ». Mais nous allons adapter nos locaux et nous allons faire en sorte d'être à même, d'être parfait, même pour des patients qui seraient peut-être contaminants. Donc, l'adaptation des locaux, c'est bien sûr réaménager le cabinet, c'est avoir des supports de communication que nous avons mis en place pour communiquer sur ce réaménagement et ensuite remettre en marche l'outil de travail puisque ça fait bientôt 2 mois qu'on a arrêté de travailler. Donc l'accueil. Alors,
le patient donc, va arriver dans des nouveaux locaux. Je vous rappelle que nous avons tous lu donc, les recommandations du Conseil de l'Ordre du 30 avril, qui sont des recommandations transitoires, mais on nous a donc précisé qu'il fallait installer une vitre de protection sur la banque d'accueil pour protéger le personnel, avoir à disposition à l'entrée du gel hydroalcoolique, éventuellement une prise de température. Elle n'est pas recommandée par le Conseil de l'Ordre. Et du côté secrétariat, des lingettes à côté de la secrétaire pour désinfecter carte vitale, appareil de carte bleue. Ranger le secrétariat, bien entendu. Le bon sens, toujours le bon sens. Donc, Emmanuel, que je remercie, qui est notre secrétaire, a fait un panneau donc, que nous allons coller à l'entrée en salle d'attente sur le nouveau protocole dans notre cabinet. Voilà, désinfection des mains. Le patient portera une charlotte, un masque et mettra des surchaussures. Une petite vidéo pour vous montrer la manière dont les patients vont être accueillis dans notre cabinet. On remerciera Charlotte qui nous a fait, c'est l'actrice du jour. Bonjour. Bonjour Anne-Mélanie. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Alors, je vais vous demander votre carte vitale. Par D'accord. contre, avant ça, je vais vous demander de mettre une petite dose de solution hydroalcoolique. Ok. Allez, donc je vais vous expliquer comment on va faire pour vous installer. Je vais vous demander de me suivre. Alors, je vais vous laisser enlever votre masque et mettre dans votre sac à main, ainsi que votre téléphone. Très bien. Je vais vous laisser mettre votre manteau et votre sac sur les cintres qui sont ici. Vous allez reprendre une dose de solution alcoolique. Je vous laisse mettre le masque avec la petite arête en haut et mettre la charlotte en englobant les cheveux dedans. Chaussures. Donc, Florence, la salle d'attente maintenant. Alors, juste une petite remarque, dans les recommandations du Conseil de l'Ordre, les surchaussures ne sont pas justifiées. Donc, nous, on a l'habitude, nous travaillons comme ça, donc nous n'avons pas changé notre protocole. Et la charlotte n'est pas non plus obligatoire. Voilà. Concernant la salle d'attente, il va falloir débarrasser la salle d'attente de tout ce qui peut être touché, c'est-à-dire table basse, plus de journaux, plus de dépliants publicitaires. On retire les tapis, les coussins, les plantes, tous les nids à poussière. On modifie le nombre d'assises, on espace les assises. Si vous avez des assises individuelles nettoyables, c'est mieux. On prévoit un masque, éventuellement une charlotte si vous avez choisi de la mettre, mais individuelle, c'est-à-dire que le patient ne doit pas toucher le contenant de ces masques et charlottes. Et ensuite, si vous décidez de mettre des surchaussures, un panier ou un appareil à surchaussures. Voilà. Et on prévoit un circuit, c'est-à-dire qu'il va y avoir un sens. Vous avez noté que Charlotte pose son manteau, son sac et son téléphone au vestiaire, dans un vestiaire qui est improvisé, puisque nous n'étions pas organisés comme cela avant. C'est une décision que nous avons prise parce que je ne veux pas que les patients viennent avec leur manteau, leur sac et leur téléphone dans les cabinets, parce qu'ils vont le retoucher et ça ne sert à rien. Voilà. Donc, la salle d'attente en photo du cabinet du docteur Vermeulen, c'est un exemple que nous voulions vous donner parce que le meuble ancien n'a pas pu être déménagé et l'équipe de Jacques a choisi de filmer ce meuble.
Vous pouvez passer. Concernant la salle de soins, la salle de soins, en fait, va être aussi réorganisée. Alors, les prérequis sont toujours là. Le bac de pré-désinfection obligatoire dans la salle, le DAS-free accessible, bien entendu, et condamner les crachoirs. Concernant tout ce qui est surface de travail, c'est une logique de les débarrasser et d'enlever tout ce qui peut supporter ces aérosols. Éloigner le poste informatique du fauteuil dentaire, les aérosols, donc à partir de la source, ont une portée de 1,50 m. Donc on essaie d'éloigner d'1,50 m. On filme avec des films plastiques les claviers d'informatique s'ils sont prêts. Bon, Marius nous a proposé aussi des claviers en verre. Ensuite, il va falloir faire l'inventaire des consommables parce que nos produits, on a peut-être des périmés. Restériliser le matériel. On a arrêté de travailler il y a 2 mois. Si on peut séparer le bureau, le poste de communication du fauteuil avec un plexiglas et nettoyer les climatisations, contrôler les climatisations. On en parlera après hein, de l'habillement, Laurent. Donc voilà, alors n'en arrivez pas là. Nous allons rester dans un cabinet qui va être comme celui-ci. Donc on va vous remontrer la photo puisque la photo est passée très très vite. Voilà, tout simplement enlever les appareils qui ne sont pas nécessaires, ranger tout dans les placards et sortir pour le patient le matériel nécessaire à un traitement endodontique, etc. Et tout sera nettoyé et rangé dans les placards pour le patient suivant. On passe. Concernant le vestiaire, il est indispensable que les vêtements de ville de chaque praticien et de chaque assistante soient isolés. Donc, si vous n'avez pas de vestiaire individuel, nous vous avons proposé l'option housse individuelle pour ranger donc nos tenues. Chaque personne se changera dans le vestiaire individuellement, donc une par une. Dans ce vestiaire, nous aurons du gel hydroalcoolique à portée de main pour pouvoir se nettoyer ses mains et prévoir une panière à linge sale. Une petite précision concernant le planning, puisque nous devons faire un roulement dans le vestiaire. C'est quand même important dans les cabinets de groupe de décaler les horaires des praticiens. Peut-être 20 minutes, ça me semble correct. Voilà un petit film pour illustrer l'arrivée du chirurgien dentiste et le vestiaire.
Petite remarque, en fait, les recommandations du Conseil de l'Ordre, ce sont des chaussures fermées et les surchaussures ne sont pas obligatoires. Pour finir, je vais vous parler des supports de communication. Les supports de communication, donc nous avons prévu d'envoyer à tous nos patients par mail un protocole de prise en charge du patient, le nouvel accueil au cabinet dentaire, un questionnaire concernant le Covid, qui sera envoyé donc à chaque patient lors de la prise de rendez-vous. Et ensuite, j'ai travaillé sur les ordonnances parce que je pense que pour plus d'efficacité, il faut que les ordonnances soient prêtes. Pour les cas de chirurgie, dont nous devons faire tester nos patients 72 heures avant, faire un test RT-PCR, c'est l'écouvillonnage nasal. Et ensuite, selon les cas, prévoir une ordonnance quand même de prête pour les sérologies, recherche d'anticorps et prévoir aussi une ordonnance type sans anti-inflammatoire. Ces documents que je vais vous présenter là sont à votre disposition sur le Facebook. Emmanuel va répondre. Le 16 mai à 9 h, est-ce que cela vous conviendrait? Oui, c'est OK. Allez, super. Donc, je vais vous envoyer par mail notre nouvelle procédure d'accueil des patients, d'accord? Ainsi qu'un questionnaire concernant le Covid. Il faudra me le remplir et me le renvoyer dans les 24 heures. D'accord. Merci de vous présenter un petit quart d'heure à l'avance. Et surtout de nous tenir au courant si au niveau de vos symptômes, il y a de l'évolution entre le moment où vous me renvoyez le questionnaire et le moment de notre rendez-vous. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Allez, de rien. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, très rapidement, le questionnaire, donc les documents, pendant que vous voyez les documents, je vous précise que concernant l'habillage des praticiens, donc ce sera dans le prochain webinaire, mais oui, le praticien va mettre une surblouse, on en parlera après. Alors, les documents qu'on vous présente donc, seront donc en libre accès sur le Facebook SOSDS et donc vous pourrez les retrouver donc, en libre accès. Voilà, donc les documents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je remercie Emmanuel d'avoir travaillé sur la présentation et toute mon équipe de m'avoir aidé à mettre tout ça en place si rapidement. Il y a une erreur sur l'ordonnance des sérologies, mais elle sera corrigée. Donc, allez un peu vite dans la préparation de tous ces documents. Excusez-nous. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Jacques. Qui va vous parler de qualité de l'air. Alors, la qualité de l'air, oui, donc les climatisations. Donc, les climatisations, donc attention, vérifiez bien votre système de climatisation, mais les climatisations, c'est quand même un truc dangereux parce que ça induit un mouvement des bactéries, des virus. Et donc, c'est susceptible de transmettre le virus. Donc, je sais bien que pour ceux qui habitent en plaine, en ville et dans les régions chaudes, on ne peut pas se passer de climatisation, mais il va falloir là-dessus que vous interrogiez quand même vos installateurs pour essayer de progresser là-dessus. Parce qu'actuellement, mettre des filtres donc antibactériens sur les climatisations que nous avons dans les cabinets, ce n'est pas possible parce qu'elles manquent de puissance, donc vous allez perdre toute efficacité de vos climatiseurs. Par contre, on peut stériliser les conduits, les filtres habituels, les filtres classiques, on va dire. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et là, on va faire référence à quelqu'un qui a fait de super conférences là-dessus. C'est Eric Rompen. Donc, les filtres qu'il faudrait ajouter donc, à notre ventilation, c'est des filtres donc HEPA, donc qui vont être efficaces, mais rapidement par contre infectés, donc il faudra les changer souvent. Bien sûr, les ultraviolets vont être une solution très valable. Bon, pour l'instant, il n'y a donc pas de matériel qui soit adapté au cabinet dentaire. Donc c'est ce que dans une étude qui date du 24, hein, donc c'est pas vieux.
même pas une semaine. Donc, Eric Rompen nous dit que pour l'instant, pour les cabinets dentaires, il n'y a pas grand-chose de valable, mais je suis sûr qu'il va y avoir un gros travail là-dessus de fait. Donc, pour l'instant, je dirais, attendez avant que, en plus, ça ne fait pas partie des obligations, on va dire, attendez avant d'investir dans du matériel. C'est un petit peu ce que je vais essayer de vous faire passer comme message. Remettre en route l'outil de travail, ça c'est important. Donc en prévoyant une maintenance avec des techniciens, en vérifiant que vos compresseurs et aspiration donc rejettent bien et prennent bien l'air à l'extérieur, ça c'est important, et surtout pas dans les parties communes. On va re-insister là-dessus tout à l'heure. Les radiologies, mettez donc en route les radios, et là vous allez avoir un checklist à faire. Tout à l'heure, on va vous le présenter. Vous pourrez, comme on vous l'a dit, trouver tous ces documents sur le site donc Facebook de la SOSDS. Pour vos fauteuils, purger, tout ça, nettoyer les aspirations, les autoclaves, bien sûr, mettez en route à l'avance, faites les tests, vérifiez tout ça. Après 2 mois d'arrêt, on peut avoir de mauvaises surprises. On peut avoir des joints qui se sont desséchés, on peut avoir pas mal de choses, on peut avoir des fuites. Donc la stérilisation, là, très important la stérilisation, parce que vérifiez bien les dates. Comme on va reprendre 2 mois après avoir arrêté, vous savez que tout ce que vous avez mis sous sachet avec des étiquettes code barré, par exemple, avec Stéricode, tout ça, ça a une validité de 2 mois dans les tiroirs. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez dans les tiroirs, alors que vous ne l'avez pas touché, que personne n'est rentré dans le cabinet, tout ça, il va falloir repasser en stérilisation et remettre sous des nouveaux sachets, car vous arrivez aux dates de péremption qui existent. Faites un grand tri, un grand ménage. Pour vous dire, nous, quand on a fait le tri, le grand ménage, on a rempli une pièce de choses complètement inutiles ou superflues dans le cabinet dentaire, mais bon, qu'on accumule au fur et à mesure des années, puis pour faire joli tout ça, pour rendre le cabinet agréable. Mais là, maintenant, il ne faut plus. Donc, vous nettoyez tout ça, vous mettez dans une pièce bien propre à la cave, et puis après, on verra, peut-être qu'il y aura donc un retour en arrière, et on l'espère. Voilà. Donc, le matériel, tout ça, toutes ces fiches, je ne vais pas tout vous passer en détail, tout ça, vous l'avez sur le site de la SOSDS, les aspirations, tout bien vérifié, les autoclaves à vérifier, les DAC, comment faire, la radiologie, les petits tests, quels tests il va falloir faire. Je ne vais pas vous détailler tout ça, inutile, vous le trouvez sur le site de la SOSDS, et comme on sait que beaucoup d'entre vous donc, vont rechercher les replays de cette conférence, vous pouvez voir ça dans le détail dans les replays de cette conférence. Voilà, donc mettez en route l'électricité, bien sûr, mais aussi l'eau que vous avez peut-être coupée, ou vous auriez dû en tout cas avoir la prudence de le couper. Quand vous mettez en route l'eau, surtout ouvrez doucement et progressivement le robinet principal, car il peut y avoir des surpressions qui font lâcher des soudures. Ça peut être embêtant. Pour les unités, laissez couler l'eau, purger les seringues, purger les cordons de contre-angle et de turbine de manière importante. Rappelez-vous que depuis très longtemps, dans nos fauteuils, nous avons souvent la double possibilité de nous alimenter sur l'eau de la ville et puis de nous alimenter sur des réservoirs. Dans ces réservoirs, depuis très longtemps, on a des produits à notre disposition à mettre dedans qui sont bactéricides, virucides. On ne sait pas encore s'ils sont actifs sur le Covid, parce que les tests n'ont pas pu être faits. Ils sont en cours. Évidemment, tenez-vous au courant, mais si ces produits pouvaient être actifs sur le Covid, ça serait vraiment une solution, c'est de travailler sur des unités qui ont des bouteilles intégrées, car là, on se garantirait d'avoir des cordons qui soient absents du virus Covid. Pour le compresseur, des petites choses à vérifier. Si vous avez des usineuses type CEREC, faites les vérifications d'usage, démontez les filtres, tout ça, ça peut s'être encrassé pendant ces 2 mois. Donc tout ça, je vous répète, sur le site Facebook de la SSL. Là, pour vous représenter ces petites bouteilles qui souvent équipent nos unités, que nous n'utilisons pas toujours, mais c'est très très pratique. Et si on peut mettre dedans un produit virucide,
bon, pour l'instant sans preuve, pour l'instant d'action sur le Covid, mais peut-être que nous aurons des produits à notre disposition bientôt. Là, c'est toujours extrait de l'article d'Éric Rompen concernant les compresseurs, les systèmes d'aspiration et les systèmes de ventilation mécanique. Surtout, ce qu'il faut vérifier, c'est que toute cette technologie d'air compressé et d'aspiration ne rejette pas et ne prenne pas l'air d'un air déjà contaminé ou pour être contaminant pour la copropriété, par exemple, pour ceux qui travaillent dans un immeuble. Vérifiez bien tout ça, vérifiez bien que les systèmes de ventilation forcée rejettent bien à l'extérieur. Demandez éventuellement l'aide de votre syndic et que votre syndic puisse vous indiquer tout ça. Les climatisations, toujours faites attention. Hein, les climatisations, pour l'instant, si vous voulez, il faut qu'on soit prudent là-dessus. Je remercierai Francis Bailly parce que hier, on était très chargé pour préparer cette conférence et il a bien voulu aller voir qu'est-ce qu'on a comme recommandation pour l'instant concernant les filtres. Eh bien, on fait pour l'instant concernant les filtres des compresseurs et des aspirations, il n'y a pas de normes et de recommandations françaises pour l'heure. Ce sont que des conseils, mais il existe par contre des recommandations pour la Suisse et le Canada, donc où les filtres sont devenus obligatoires sur le compresseur et la sortie du moteur d'aspiration. Ces filtres, comme je vous ai dit, c'est des filtres HEPA, donc filtres haute efficacité, et surtout vérifiez bien que l'air ne soit pas rejeté dans un local occupé par des gens ou dans des parties communes. Les filtres sur les compresseurs, ce n'est pas très très cher puisque c'est autour de 70 € et leur durée de vie est de 1 an. Vous voyez que peut-être ça vaudrait le coup d'investir là-dedans. Alors bien sûr, notre boulot, c'est aussi la prothèse. Pour ceux qui prennent des empreintes physiques, il va falloir donc faire attention. Il va falloir donc désinfecter ces empreintes avec un produit qui est sur le marché et qui marche bien, c'est le Cavex Express Safe. Prévoir bien sûr des nouveaux sachets d'emballage pour chaque prothèse. Ne réutilisez pas les sachets anciens, jetez-les dès l'arrivée des prothèses et surtout demandez à votre laboratoire de vous fournir des sachets neufs. Désinfectez bien les modèles et groupez les travaux de prothèse pour avoir le moins d'envoi et de nettoyage possible. Une petite vidéo fait pour vous montrer comment on désinfecte la prothèse. Très simple. Voilà, donc n'oubliez pas, vous avez le spray, donc sous forme de spray, le produit que je vous ai indiqué. Et avec des gants, bien sûr, des masques et une charlotte. Et n'oubliez pas de bien pulvériser aussi sur le manche. Voilà le produit que vous pouvez utiliser. Après, vous mettez ça dans un sachet d'œuf, comme d'habitude. Et vous introduisez la fibre de laboratoire. Et vous envoyez ça laboratoire. Merci à Alexandre Bienfait du laboratoire Bienfait de m'avoir aidé à faire cette vidéo. Jacques, on t'a pas entendu à cause de la musique. Merci. Est-ce que tu peux répéter? Merci à Alexandre Bienfait au laboratoire Bienfait qui m'a aidé à faire cette vidéo. Et la suivante qui est la réception. Je vais couper le son. Voilà, je vais couper le son. Là, vous m'entendez? Oui, oui. Ah, ben voilà. Donc oui, là, c'est mieux. Donc là, c'est quand la prothèse arrive au laboratoire, là, il s'agit d'une réparation. Donc quelque chose de extrêmement, avec une charge virale qui risque d'être très, très important. Donc, on place le bain d'immersion dans un produit pendant 3 minutes. Après, on va le rincer très largement à l'eau, tout simplement, à l'eau douce, donc au robinet. Voilà. Et puis, après, on va détacher l'appareil de l'empreinte. C'est un cas très simple. Voilà. Et on va mettre ça dans les ultrasons, mais là, il ne faut pas le mettre 1 minute, il faut le mettre 2 heures dans les ultrasons. 2 heures complètes pour pouvoir arriver à retirer toutes les bactéries et les virus de l'appareil. Donc là, de nouveau, merci à Alexandre de nous avoir fait et soutenu dans cette action.
Jacques, tu parlais du porte-empreinte, de la désinfection, mais on ne t'a pas entendu. Est-ce que tu peux répéter? Alors, pour la désinfection du porte-empreinte, oui, je disais que surtout, désinfectez bien le manche parce que quand le laboratoire va ouvrir le sachet, il va prendre l'empreinte par le manche. Donc, n'oubliez pas, quand vous désinfectez, de bien pulvériser sur le manche. Voilà. Mais bon, la vidéo parle d'elle-même. Alors, bien sûr, les cabinets qui ont déjà investi en CFAO, eh ben, je dirais, ils n'ont pas de problème parce qu'ils vont faire beaucoup d'empreintes numériques. En plus, la CFAO, ben, c'est fantastique parce qu'on va pouvoir réaliser en 1 ou 2 rendez-vous tout sur le patient. Et donc, ainsi, on va pouvoir donc, grouper les actes, comme on vous a montré à la première réunion, pour désengorger votre carnet de rendez-vous et alimenter votre trésorerie car il va y en avoir besoin. Et puis, rappelez-vous que pour nos laboratoires, il est beaucoup moins dangereux d'ouvrir un fichier que d'ouvrir un colis, bien qu'on sait que maintenant, il y a des virus dans les fichiers, mais ce n'est pas les mêmes. Donc, ceux dont on parle, le Covid, ils ne sont pas dans les fichiers, mais par contre, ils peuvent être dans les colis. Donc, protégez votre personnel, mais protégez aussi les laboratoires. Et les laboratoires, protégez-vous quand vous recevez les empreintes. C'est le message que nous voulions vous faire passer. Dans l'adaptation des locaux, surtout, n'allez pas investir dans des technologies qui ne seraient pas éprouvées. Nous avons, et Georges m'a remis cette phrase toujours, on a plein dans les placards, dans les caves de matériel qu'on jugeait vraiment indispensable, avec des innovations extraordinaires, et on ne s'en sert pas. Donc faites attention, on nous propose des tas de choses sur le marché, mais en fait, on a des choses très simples, économiques, éprouvées, pour nous protéger et éviter la contamination croisée. La digue, ça fait des dizaines d'années qu'on utilise la digue, ça marche très très bien. L'Isovac, l'Isonite, bon ça c'est un peu plus récent, mais c'est un produit extraordinaire. On le verra en vidéo mardi. Les EPI, ben on les a vus, hein. Donc Charlotte, blouse, masque, gants, surchaussures. Et puis gardez toujours le bon sens. Donc Florence, donc après cette diapo où je vais continuer à vous montrer des équipements qu'on nous propose qui sont certainement extraordinaires, mais pour l'instant, on n'a pas la preuve qui fonctionne vraiment et qui nous protège. Donc, peut-être on va investir dans ces équipements-là, mais attendez que la preuve soit faite et ne vous jetez pas dans des dépenses qui, pour l'instant, seraient inutiles. Florence, je te passe la parole pour les quelques diapos suivantes concernant l'aménagement. Pour finir, juste un petit truc, les poignées. Donc, placer ces petits gadgets là, qui sont des poignées avant-bras sur vos portes pour ne plus toucher les poignées. Ça, c'est une idée. Ou alors laisser les portes ouvertes. Les labos des portes automatiques, si vous avez... peuvent les régler. Les portes automatiques, bien évidemment, c'est top, mais tout le monde n'en a pas dans les cabinets. Dans mon cabinet, nous n'avons pas de porte automatique. Et ensuite, donc, je pense que pour finir, je voulais vous présenter ce tableau. Alors, ce tableau, c'est le surcoût du rendez-vous souillant. Je précise, sur les recommandations du Conseil de l'Ordre, il existe 2 types de rendez-vous. Le rendez-vous non souillant. Ce rendez-vous non souillant, il n'y aura pas d'aérosol. Le patient, nous n'habillons pas le patient. Nous n'avons pas besoin de mettre ni de charlotte, ni de surblouse. Et le praticien n'a pas besoin de porter non plus de surblouse. Mais pour le rendez-vous souillant, une surblouse est obligatoire pour le patient et aussi pour le praticien. Par conséquent, il y a quand même un surcoût, excusez-moi. Donc nous avons calculé, Charlotte a fait donc la conception du tableau et Delphine a fait tous les calculs, l'assistante de Jacques, donc nous les remercions. Nous sommes arrivés à un coût de 21 €, pratiquement 21 € par patient. Donc c'est quand même énorme.
L'alternative, c'est ces fameuses blouses en tissu qu'on peut acheter, donc qui coûtent environ 20 euros, mais est-ce qu'on va pouvoir, et elles tiendront au lavage, est-ce qu'on n'aura pas trop chaud à l'intérieur? Moi, je suis quand même installée à Cannes, donc si on étouffe, c'est pas pratique. Bon, évidemment, nous, on trouve que c'est plus économique et plus écologique, donc on va essayer ces blouses en tissu. On va avoir les deux au début, et puis on va voir ce qui nous plaît le plus. Et ensuite, nous avons adopté depuis très très longtemps les calots. Vous avez vu, Emmanuel, nous avons des calots en tissu, donc des calots lavables. Je pense que ça, c'est bien. Et les visières sont offertes dans les Alpes-Maritimes par le Conseil de l'Ordre. Voilà, c'est indispensable. Nous finirons sur cette diapo. Eh bien, merci, Florence. Merci à tous. Merci donc à toute l'équipe de la SOSDS qui nous a aidés. Merci à tout mon cabinet et à celui de Florence pour avoir fait et préparé avec nous et beaucoup travaillé là-dessus. Hier, ils étaient encore dans mon cabinet toute la journée au travail pour préparer la reprise du 11 mai. Merci à mon épouse Laurence de m'aider dans la conception et la réalisation des diapositives et de contrôler mon orthographe qui n'est pas toujours à la hauteur. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas eu trop de fautes d'orthographe aujourd'hui. Voilà, donc, et puis maintenant, donc, je vous donne rendez-vous mardi 5 mai, vendredi 8 mai. La séance n'est pas finie puisque nous allons maintenant passer donc, aux questions et réponses. Et pour ça, donc, je vous rappelle, on peut donc travailler par le chatbox de Zoom ou par le Facebook Live et vous pouvez poser donc vos questions. Là, je vais donner la parole à Marius et arrêter le partage de mon écran et nous allons donc maintenant, donc voilà. Jacques. Là, c'est tout bon, oui. Jacques. Voilà. Jacques. Oui. Donc, première question. Est-ce que tu es prêt à répondre à des questions? Enfin, j'en ai une principale. Je suis prêt, ouais. Oui, je suis prêt, on est prêt. Donc, la première question qui fâche, c'est une question sur les toilettes. Qu'est-ce qu'on fait des toilettes? On en avait parlé hier, je crois. On en a parlé hier, oui. Bon, écoutez, alors, on nous dit de fermer les toilettes. Bon, écoutez, oui, c'est effectivement une solution. Quand on garde un patient longtemps, c'est difficile de fermer les toilettes parce que souvent, à long rendez-vous, il y a peut-être un petit besoin urgent qui peut être le cas. Je crois que les toilettes, c'est comme le reste, il faut le préparer, il faut mettre des informations donc sur les toilettes. Au-dessus de la cuvette, il faut bien marquer qu'avant de tirer la chasse, il faut fermer la cuvette. Il faut que les panneaux d'information soient bien aussi donc reproduits dans les toilettes. Il faut que les toilettes soient absolument nettoyées, vides de tout ustensile qui serait inutile. Il faut du gel hydroalcoolique, il faut des essuie-mains jetables et il faut des robinets à déclenchement donc automatique. Voilà, bon, maintenant, il faut que les assistants dentaires ou les secrétaires bien équipés aillent nettoyer les toilettes donc après chaque usage et pulvériser après chaque usage. Je crois que c'est ça. Maintenant, bon, limitons autant que faire se peut l'utilisation des toilettes. Voilà, limitons. Une autre question, on me demande le produit que tu utilises pour nettoyer tes empreintes. Je crois que c'est Cavex. Cavex, alors, voilà, donc vous l'avez sur la vidéo et donc vous allez dans le replay puis vous aurez les informations. Ouais. Alors, on me pose une question sur Facebook concernant les tests. Donc, alors les tests, donc pour
pour les patients. Florent, je te laisse répondre parce que tu es plus habilité que moi à répondre. D'accord. J'explique pourquoi, parce que son mari est biologiste. Donc, Oui, peut-être que j'ai travaillé aussi un peu dessus. Donc, en fait, il y a deux types de tests. Vous avez un test par écouvillonnage nasal qui est le RT-PCR, qui est un test sur la recherche d'ARN du virus. Est-ce que vous avez le virus actuellement dans votre nez? Ça, c'est le premier test. On le fait 72 heures avant la chirurgie pour être sûr que le patient n'est pas malade. Voilà, ça, c'est ce que l'ARS a recommandé à tous les chirurgiens. Ensuite, le deuxième test qu'on peut faire, c'est un test sérologique, c'est-à-dire 4 semaines après la contamination et pas avant, on peut faire une prise de sang et faire une recherche d'anticorps. Et cette recherche d'anticorps, si elle est positive, ça veut dire que vous avez été en contact avec le virus. Mais ça peut être aussi, ça a pu être asymptomatique. Donc, nous pouvons être amenés peut-être à prescrire des sérologies à des patients qui penseraient avoir eu avoir été atteints par le coronavirus, mais ils ne sont pas sûrs. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Alors, la question, Florence, c'était est-ce qu'on le prescrit systématiquement ou... Donc, je pense qu'on en avait, j'en ai parlé, mais non. Alors, on ne prescrit, on n'a pas de recommandation pour prescrire aucune demande du Conseil de l'Ordre de faire une recherche ni d'antigènes ni d'anticorps. On est bien d'accord. Les antigènes, c'est-à-dire l'ARN viral, le test RT-PCR ou la sérologie 4 semaines après. Mais nous, les praticiens qui pratiquons de la chirurgie, nous devons faire 72 heures avant, nous devons envoyer à nos patients et leur demander de faire le test RT-PCR uniquement dans les cas de chirurgie. C'est noté sur le protocole, le nouveau protocole de prise en charge du cabinet. Question, Florence, est-ce qu'on peut considérer les extractions comme des chirurgies? Ça dépend de l'extraction, c'est-à-dire qu'il y a des extractions qui sont très simples et puis aussi ça dépend du patient. Alors je vous précise que dans les recommandations de l'ordre, il y a une classification patient, donc patient en classe A, B, C et D, et suivant la classification, je pense que ça peut être intéressant de prescrire un test RT-PCR ou pas, c'est-à-dire un patient en classification A, peut-être pour une extraction simple, on ne le prescrira pas. Un patient en catégorie B, on le prescrira. Je pense que c'est du bon sens. Hein. Il faut aussi remettre le patient dans sa globalité. Et si le test est positif, on reporte l'intervention. Exactement. Et si le patient a une sérologie et a des anticorps, lui, il a une immunité, donc on peut le traiter avec moins de précautions. Bien, alors d'autres questions qui arrivent certainement. Alors, des questions sur le système de nettoyage des porte-instruments dynamiques, PID, Quattrocaire et tout ça. Ben ça, moi, je pense que ça reste, ça ne change pas. Le traitement des PID ne change pas. Je ne vois pas pourquoi il y a une question là-dessus. Il n'y a aucun changement là-dessus. Simplement, on revient à ce moment-là, si vous voulez, à ce au conseil qu'on vous a donné la dernière fois, c'est qu'on ne peut plus imaginer dans un cabinet avoir une ou deux turbines ou un ou deux contre-angle-bague rouges. Ce n'est pas possible. Hein, donc, il faut absolument qu'à chaque patient, il y ait un instrument qui ait subi un cycle de stérilisation. D'abord, ça sera une économie pour vous parce que les instruments vont durer très très longtemps puisque vous n'allez pas les utiliser au fauteuil pendant un temps long. Ça va être très court et il faut absolument, on ne peut plus se permettre d'avoir deux turbines dans le cabinet, c'est pas possible, quoi. Je veux dire que, mais ça existe depuis 10 ans, 20 ans, on dit la même chose. Donc là,
Rien ne change. Rien ne change. Ouais, Jacques, les instruments, la stérilisation use un peu les instruments quand même. Hein. Donc, tu les utilises peut-être moins au fauteuil parce qu'ils vont tourner plus souvent, mais par contre, la stérilisation d'un côté, ils tournent moins souvent, et donc l'usure dynamique est beaucoup moins importante. Effectivement, il y a une petite usure. Mais enfin, par expérience, et là nous parlons par expérience, du côté, je pense au nom de Florence aussi, par expérience, et dans notre cabinet avec le docteur Pellissier et le docteur D'Acosta, nous utilisons ces techniques depuis très longtemps et on n'a pas d'usure prématurée des instruments. Dans la mesure où on utilise un cycle et que nous suivons les préconisations du fabricant, il n'y a pas d'usure due à la stérilisation des instruments rotatifs. Excusez-moi, je vais juste reprendre rapidement sur les sérologies. Il y a une question, donc pourquoi une recherche donc l'écouvillonnage nasal avant la chirurgie et pas avant le détartrage? Pourquoi? Parce que sur un patient de catégorie B, par exemple, qui est un patient fragile, si en plus il est atteint du coronavirus et qu'on lui fait une chirurgie qui va être fatigante, il va pas s'en remettre. Donc, notre responsabilité est engagée. Si vous faites un détartrage, effectivement, peut-être vous avez contaminé votre pièce, mais je pense que le patient va se remettre du détartrage. Donc, c'est pas très grave. Donc, voilà pourquoi on fait le test pour des cas de chirurgie un peu invasive où le patient doit avoir besoin de son énergie et d'être en bonne santé pour pouvoir guérir. C'est tout, c'est du bon sens. Ensuite, oui, j'ai testé tous les membres de mon équipe sont testés, toutes les assistantes. À la mairie de Cannes, on teste tout le personnel. Je pense que c'est important de savoir que peut-être, moi, mes assistantes, elles n'ont pas été malades, donc les sérologies sont toutes sorties négatives. Et maintenant, si jamais il y en a une qui tombe malade, au cabinet, ma responsabilité est engagée. Voilà, bon, peut-être que c'est exagéré, mais je pense qu'on est responsable aussi de l'organisation. Donc, une précision qu'on vous a donnée l'autre jour, c'est qu'on vous a bien marqué l'autre jour, vous arrêtez les détartrages, d'accord? Vous arrêtez les détartrages, vous faites de la prophylaxie, mais de toute manière, ce genre d'acte n'a pas à être fait dans les premières semaines d'ouverture, parce que sinon, vous allez polluer dans le sens physique et dans le sens, dans tous les sens du terme, vous allez polluer votre cabinet, hein, figuré et réel. Donc, le détartrage, ce n'est pas maintenant. Le détartrage, vous les repoussez ultérieurement, mais le détartrage sec, c'est fini. Je veux dire qu'on va grouper des actes, on va faire la prophylaxie, on va faire des traitements comme ça, et toujours en groupant les actes pour garder le patient longtemps. Ça, c'était les premiers conseils. J'ai vu une question passer de Martine donc Corduan de Medivoile. Donc, j'ai vu passer son nom qui nous dit « Oui, j'ai une assistante enceinte, qu'est-ce que je fais ?» Florence, tu réponds à Martine? Oui, vous avez une assistante enceinte. Vous faites comme les assistantes qui ne sont pas enceintes. Il faut protéger notre personnel. Donc, effectivement, oui, vous la protégez. Et après, c'est à elle de savoir si elle veut continuer à travailler ou pas. Mais si elle est protégée, il n'y a aucune raison qu'elle attrape avec une visière, un masque FFP2 avec les EPI. Franchement, elles seront vraiment bien protégées. C'est à elle aussi de Oui, et puis on peut dire à cette assistante qu'à ce moment-là, on peut la décaler sur le poste de secrétariat où elle va être beaucoup plus protégée puisqu'il va y avoir un hygiaphone, il va y avoir tout ça. Donc, on peut une assistante qui serait, je dirais, donc dans le cas de celle de Martine, eh ben, on peut très bien la décaler sur le poste secrétariat. Je pense que ça sera mieux, ça la rassurera. Voilà. Souvent, si vous voulez, c'est pour les rassurer. Maintenant, si elles refusent, bon, ben, elles sont enceintes, elles continuent de travailler parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc, je pense que non, on a les moyens de se protéger aussi. Oui, tout à fait. Ensuite, c'est vrai qu'il faut aérer 15 minutes et qu'en aérant 15 minutes, la pièce est quand même, l'air s'est renouvelé. Donc, il faut vraiment préciser ça. Il y a eu des études dessus.
Donc 15 minutes vraiment d'aération. Alors l'aération de la pièce, ça dépend aussi de la grandeur de la fenêtre. Mais si on a de grandes ouvertures, l'air est renouvelé. On nous pose la question, qui prescrit les tests, Florence? Nous, on prescrit les tests. Les tests, les ordonnances sont là, nous prescrivons les tests. Bien sûr, bien sûr. Ensuite, c'est normal, ça fait partie. Dans un cabinet de paro, il est évident qu'on continue de traiter les patients en paro. Vous prenez les précautions d'un quart d'heure d'aération, vous nettoyez, et il n'y a aucun problème parce que c'est votre métier. Mais dans un cabinet d'omnipratique où on a beaucoup de choses urgentes et où on n'a aucun dépassement d'honoraires dans beaucoup de cabinets sur les détartrages, avec le surcoût des EPI, le temps perdu, etc., nous vous conseillons au niveau de l'organisation de privilégier d'autres actes ou de les inclure dans les gros rendez-vous. Est-ce que j'ai répondu à... Et c'est vrai que le masque FFP2, il est insupportable toute la journée. Donc, c'est pour ça que quand il est souillé, après un gros rendez-vous, on peut peut-être le poser et partir sur une téléconsultation ou autre chose. Parce que je suis d'accord avec vous, c'est insupportable en demi-journée, 4 heures de suite, on n'en peut plus. Alors, on nous pose la question, et je vais y répondre, sur la désinfection des caméras, donc des caméras intrabuccales, donc du type CEREC. Vous avez vu que dans le cabinet de Johanna, il y avait la PrimeScan. Donc, et bien là, tout simplement, donc, la caméra, elle est nettoyée avec des lingettes et donc désinfectantes dans les normes donc, antivirales habituelles. Voilà. La norme est donnée sur le communiqué du Conseil de l'Ordre. La norme, c'est 14 456 EFNF, je ne sais pas quoi, voilà. Mais c'est noté sur le Conseil de l'Ordre et vérifier que les produits viricides sont bien à la norme que vous achetez. Voilà, certains nous ont marqué la norme. Merci de l'avoir précisé dans le chat. Alors Jacques, Jacques, oui. Il y a eu beaucoup de questions, finalement, on ne voulait pas en parler, c'est sur le fait de mettre de l'eau oxygénée à 1% dans les unités, dans le réservoir de l'unité. Alors là, j'ai eu le coup de téléphone de cuisinier ce matin, donc je voulais dire à tout le monde, j'ai essayé, on a eu cette idée-là il y a 3 semaines en garde, et on a essayé de mettre en place et de demander à la faculté dentaire de Montpellier de mettre en place une étude là-dessus. Voilà, donc ça c'est en cours, il fallait se rapprocher des fabricants. Donc ça, ils l'ont fait. Je n'ai toujours pas les réponses. Tout à l'heure, il m'a appelé pour me donner la réponse, mais je pourrais vous dire ça au prochain webinaire, je vous le dirai mardi. Voilà, si l'étude se fera ou pas. Voilà, sur donc du 1% dans le réservoir. Pour l'instant, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, mais tu as raison de le préciser. Merci d'avoir posé la question aussi. On n'a pas de preuves. On n'a pas de preuve absolue là-dessus. Donc, on attend. Il y a des études qui vont peut-être avoir lieu, mais pour l'instant, on n'a pas une certitude. Maintenant, je veux dire que prendre des précautions, des fois, c'est bien, quoi. Je veux dire que quand on part en montagne, on prend des précautions et c'est toujours très bien. Ça ne peut pas faire mal de prendre des précautions. Voilà. Il y a une question sur est-ce qu'on peut facturer le surcoût des EPI? Alors, voilà, c'est une bonne question, oui, effectivement. On se pose la question si, effectivement, je laisse répondre Jacques. Vas-y. Ben, là, vous savez, là, c'est vraiment toujours le grand débat, si vous voulez. C'est-à-dire que, est-ce que le patient, il veut être protégé et soigné pour les vraies maladies qu'il a, ou est-ce qu'il va être uniquement soigné pour ce qui est remboursable? C'est la grande question que je pose à mes patients et moi j'ai toujours une réponse, c'est que mes patients, ils préfèrent être soignés pour leur maladie plutôt que celles qui sont remboursées. Voilà, donc à partir de ce moment-là, si il y a dans l'air quelque chose là-dessus, nos instances syndicales et ordinales essayent d'obtenir, je dirais, une sorte de prise en charge de ce surcoût. Pour l'instant, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas une réalité concrète. Donc, je crois que de toute manière, il faut l'expliquer aux patients. Il faut expliquer aux patients que nous prenons des mesures, que ces mesures, elles ont un coût
et que donc, dans notre cabinet, ce coût sera répercuté obligatoirement sur la facture finale, quoi. Et donc, mais ça c'est le cas depuis toujours. Et donc, nous sommes, de toute manière, on ne peut pas travailler à perte. D'abord, c'est interdit de travailler à perte. Et on ne peut pas travailler à perte. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il va falloir répercuter le coût donc dans un acte NPC, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, ou HN, comme on faisait avant, quoi. Jacques? Oui. On a une question sur le lavage du sol, la fréquence dans les journées. D'accord. J'ai appelé Christine. Pardon, je vais prendre la parole parce que je me suis renseignée sur ça. Donc, j'ai appelé la responsable chez Comet de la stérilisation de l'hygiène, Christine Grosse, qui m'a répondu que normalement, on devrait nettoyer le sol entre chaque patient, passer un détergent style Monsieur Propre et après rincer avec de l'eau mélangée avec de l'eau de Javel. Alors, moi, je vais vous répondre très honnêtement. Dans notre cabinet, les patients portent des surchaussures et nous nettoierons le cabinet uniquement le soir. Et franchement, je ne pense pas qu'on passera entre chaque patient. On n'a absolument pas prévu ça. Et ça fait partie des recommandations de l'ordre. Et c'est pour ça que depuis très longtemps, alors dans mon cabinet, vous savez que je suis installé dans un petit village, donc en pleine montagne, donc ce matin il neigeait, hein. Donc les gens viennent souvent avec des chaussures souillées, et donc c'est pour ça que depuis longtemps on a mis en place la soudeuse à surchaussures de Technogaz ou des surchaussures aussi, hein. Et pourquoi? Parce que en fait, vous diminuez énormément l'entretien des sols du cabinet grâce à ces surchaussures. Nous, on a diminué notre facture et d'heures de ménage énormément, avec deux choses, les surchaussures et les sols donc PVC soudés que nous avons mis en place il y a plusieurs années. On a diminué énormément les heures de ménage grâce à ça. Donc, et je pense que les surchaussures, effectivement, ce n'est pas obligatoire, mais franchement, vu le coût des surchaussures, ou de l'investissement dans une machine à surchaussure Technogaz, que vous ferez peut-être plus tard, et ben, franchement, on est gagnant au bout du compte. C'est une économie au long cours que vous allez faire, et surtout par rapport au nettoyage. Alors, pardon, je vais répondre à quelqu'un qui demande où trouver la conférence de Ron Pen. Ce n'est pas une conférence, ça fait partie du dossier Covid de l'information dentaire qui est paru le 24 avril. Il est en libre accès sur Internet. Vous cliquez information dentaire, dossier Covid, et il a fait un très bel article sur les aérosols. Voilà. Il l'a fait avec la participation, avec l'aide de quelqu'un qui s'appelle Souyem Salam. Ils étaient deux et l'article est très, très intéressant. Alors, pour les sols, si vous voulez, je crois qu'avec des produits type, comme Florence vous a dit tout à l'heure, une petite balayette avec une lingette jetable, si vous voulez, eh bien, peut être passée. Toujours pareil, quand on reçoit peu de patients, si vous voulez, on a peu de salissures. Et donc, les contraintes qu'on va avoir avec peu de patients sont très faibles quand on a groupé les actes et qu'on garde les patients 1h30, 2 heures. Parce que dans une matinée, vous aurez vu 2 patients. Donc, c'est tout. Donc, le nettoyage diminue. C'est toujours ce qu'on vous a expliqué dans les cours d'organisation. Si vous diminuez votre nombre de patients en groupant vos actes, vous allez être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable. Vous faites non seulement des économies, mais vous rentabilisez votre exercice parce que c'est qu'au fauteuil que vous êtes rentable. Donc, arrêtez de prendre 15 personnes, 20 personnes par jour. Ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas possible parce que vous allez multiplier les EPI, vous allez multiplier les temps d'aération et votre exercice va devenir un enfer.
Là, nous, on essaye de vous donner tous les trucs et astuces pour que, et justement, ces mesures soient douces à mettre en place. Mais lisez l'article d'Éric Rampen, il explique bien que de ce gros rendez-vous donc, est indispensable. Ensuite, quelqu'un a fait une remarque sur le coût des EPI qui était plutôt vers 40 €. Alors, je pense que ça dépend des fournisseurs, à quel moment on a passé la commande. Nous, dans les Alpes-Maritimes, on va nous donner des masques FFP2, la mairie de Cannes nous en a donné. Donc, on a pas mal de gratuité aussi, ce qui fait qu'on est tombé sur cette moyenne de 20 €. Mais il est possible que dans certains départements, les aides soient moins importantes. Je ne sais pas. Faites vos calculs. Je voudrais dire pour les orthos, les questions des orthos, on n'a pas fini là-dessus, on n'a pas fini. Jacques, vraiment, n'a pas le temps de s'en occuper. Je vais essayer d'avoir quelques réponses, voilà. Mais vous avez eu des recommandations qui sont sorties bien avant celles du CNO. Lisez-les, faites appel à votre bon sens. On essaiera de trouver des solutions pour les open space. Il va falloir bien sûr classer les patients en fonction de la pathologie, même les enfants peuvent avoir des pathologies. Tout ça, il faut réfléchir vous-même aussi. Et puis, on essaiera de trouver un petit quart d'heure pour échanger là-dessus. Jacques, je te relaisse la parole. Oui, s'il y a d'autres questions, on est prêt à y répondre. Excusez-moi, je vais juste parler 2 minutes pour les orthos. Les orthos ont des actes qui ne sont pas aussi invasifs que les nôtres, donc il semblerait qu'ils aient moins de précautions à prendre concernant le patient, pas de blouse, etc. Et c'est pour ça que... Il y a un petit outil, Jacques, excuse-moi, il y a un petit outil qui s'appelle GuardTex. Je viens de voir ça cette nuit là, sur Facebook. Ça a été inventé par une boîte bretonne. Les Bretons sont très dynamiques, on les adore. C'est une région qui est vraiment extraordinaire, très très dynamique. Les dentistes déjà inventent beaucoup de choses. Et là, c'est un espèce de sac qu'on met sur la tête avec une visière. Bon, ça pourrait peut-être intéresser les orthos. Donc, regardez sur Internet, la boîte s'appelle GuardTex, G-U-A-R-T-E-X. Voilà, et ça a été testé par 5-6 dentistes et ils essaient de développer ça. Voilà, donc essayez de voir ça pour l'instant, puis on en reparle la prochaine fois. Il y avait une très bonne question, c'était donc la technicienne de surface, la femme de ménage. Est-ce qu'on l'équipe de EPI? Oui, bien sûr. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, si vous voulez, votre technicienne de surface ou l'entreprise l'entreprise, si c'est une entreprise, c'est à elle, je dirais, à prendre ses responsabilités et à le faire. Mais si c'est une libérale et puis une salariés du cabinet, oui, il faut mettre à sa disposition les EPI pour faire le ménage dans le cabinet, parce que quand elle va faire le ménage, elle va brasser de l'air, elle va brasser des charges virales, et il faut absolument l'équiper donc avec des EPI, tout à fait. Le bon sens, elle arrive, elle ouvre, elle aère et après elle fait le ménage. Alors, question sur les bains de bouche et sur le crachoir. La réponse, c'est mardi. Donc, vous saurez tout mardi. Donc, sur les bains de bouche préalables et la suppression des crachats. Et comment faire pour supprimer le crachoir? Bon, pour vous dire, moi, j'ai jamais travaillé avec des crachoirs. Ça fait, vous l'avez su la dernière fois, 42 ans que je travaille, je n'ai jamais eu de crachoir à mon fauteuil. Donc, et on y arrive très très bien, on vous montrera comment. D'accord. Prochain webinaire, mardi prochain, le 5 à 10h. Voilà, et je ne suis pas le seul. Oui, j'ai vu passer. Il y a des gens qui, ça fait 30 ans sans crachoir. Oui, tout à fait. On peut travailler sans crachoir. Et 37. Alors, les tests sont-ils remboursés, Florence? C'est une question. Est-ce que les tests RT-PCR sont remboursés ou non? Voilà. Bien. Alors, pour l'instant, non. Les tests de sérologie ne sont pas remboursés. Et les tests RT-PCR, oui, sont remboursés selon le cas. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir dans certains laboratoires
dans pas mal de laboratoires des réductions aussi pour le personnel, les personnels des cabinets dentaires. Par exemple, le groupement de mon mari, on paie les tests 35 € au lieu de 60 pour tout le personnel du cabinet dentaire. Vous pouvez négocier des prix de groupe pour votre personnel. Et ensuite, pour les patients, franchement, aucun patient ne demande, nous a dit que ça lui posait un problème de devoir payer le test. Oui, on est dans un nouveau paradigme. Hein, donc, on l'a vu à la première séance, la première diapo que je vous ai présentée, je vous ai dit, il y a un changement de paradigme. Tout change. Il ne faut plus voir les choses tout à fait de la même manière, plus les choses de la même manière de travailler, mais aussi nos patients changent. Nos patients comprennent qu'il y a des choses qui vont évoluer, que se protéger, quelque part, ça a un prix, ça a un coût. Et tout le monde l'a appris. Hein. Donc, quelque part, c'est aussi le positif de cette crise, car il faut toujours voir les choses du côté positif. Ça va nous amener des choses positives, pas que du négatif. Moi, je suis très optimiste là-dessus. Chaque crise, comme les Chinois nous l'ont dit, c'est des opportunités. C'est une opportunité de changement. C'est une opportunité de remettre en cause tout ce que nous avons fait. Et c'est ça qui est important. Et donc, s'il y a encore quelques questions, on va y répondre, mais ça fait maintenant presque 1h20 qu'on est avec vous. Si vous voulez, je pense que vous avez été très courageux, puisqu'il y a encore presque 800 personnes sur Zoom, donc en direct à l'heure actuelle, et 300 personnes sur Facebook. Donc, merci à vous, parce que si vous voulez, ça nous fait plaisir. On a beaucoup travaillé avec Florence, on a beaucoup travaillé avec toutes nos équipes, toutes nos assistantes, avec la SESDS, que je remercie encore de nous avoir soutenus dès le départ, avec tous nos amis. Mais rendez-vous compte, aujourd'hui, nous avons été, à un moment donné, nous avons été 1400 à se tenir la main et à être solidaires face à ces nouveaux paradigmes. Donc, merci beaucoup. Jacques, merci beaucoup à toi. Aspirateur, ça revient souvent. Aspirateur, surtout pas. Surtout pas. Après, on voit des prix sortis. On ne peut pas répondre à tout le monde pour les prix parce que le filtre à 500 €. Aéré. Rappelez-vous, pour les cabinets qui n'ont pas de fenêtre, Jacques, c'est terrible, c'est terrible. Mais ça, bon, rappelez-vous, vous avez tous vu le film MASH, bien sûr. Vous avez bien sûr tous vu le film MASH. Dans le film MASH, c'était pendant la guerre du Vietnam, si vous voulez, et de Corée. Après les chirurgies de Corée, oui, et après les chirurgies, si vous voulez, dans les blocs opératoires donc de terrain, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils soulevaient les bâches latérales pour aérer les blocs militaires donc sous tente. Il y avait très peu d'infections nosocomiales, extrêmement peu d'infections nosocomiales. Les soldats américains rentraient aux États-Unis pour être repérés après des amputations qui avaient été faites donc, sous ces hôpitaux de campagne. Ils rentraient aux États-Unis et là, on les repérait pour, je dirais, arranger un peu les cicatrices et tout ça. On les repérait dans des blocs qui étaient au sous-sol, climatisés. Et là, il y avait énormément d'infections nosocomiales dramatiques. Tout simplement pourquoi? La différence entre les deux, c'était que d'un côté, il y avait l'aération, de l'autre côté, il n'y avait pas d'aération. Donc, rappelez-vous que le plus simple pour nettoyer, c'est d'aérer. Montez faire vos chirurgies en montagne. Jacques, tu les feras à la Clusaz. Moi, je les ferai au Revard. À Montpellier, vous irez au Pic Saint-Loup. Ce sont des endroits qui sont super. Voilà, non, mais aérer, bon, même dans les cabinets qui n'ont pas de fenêtre, oui, c'est un problème. Voilà. Mais bon, c'est quand même pas très fréquent non plus. Voilà. Allez, on vous dit au revoir. Oui, travaillez fenêtre ouverte. Il n'y a pas de souci. Salut à tous. À très bientôt. Salut à tous.
Merci de vos encouragements, d'accord? Et puis, n'oubliez pas, le lundi matin, la SAPO, et puis d'autres très beaux webinaires qui ont lieu tous les jours. Donc, ne les ratez pas. Allez-y aussi.